Et oui, on va parler d'écologie et de lutte sociale. Nous sommes en compagnie de François Ruffin, le député de la Somme France Insoumise, qui publie Les Où le bonheur. Nous accueillons Valérie Chansigaud. Bonjour. Vous publiez Bonjour. Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social chez Buchet-Chastel. Tout d'abord, une réaction politique, François Ruffin, à ce que vient de dire Frédéric Seyss sur le procès en déconnexion et finalement sur cette parole qui se veut rassembleuse d'Emmanuel Macron. Il est comme vous, il veut faire dans le spirituel. Il y a une absence d'ancrage social, d'ancrage territorial, pas seulement de Emmanuel Macron, mais de toute la galaxie En Marche. Et je dirais que dans les premiers temps du mandat, ça s'est vachement senti sur deux dossiers. Il y a les contrats aidés. Je pense que même des élus de droite n'auraient pas pris cette décision. Et la deuxième mesure, c'est sur les coupes dans les offices HLM qui ont des conséquences aujourd'hui, concrètement, en termes de rénovation, construction de l'habitat et ainsi de suite. Et je pense que là, il essaye de raccrocher. Je veux dire que la crise des Gilets jaunes aura eu cette vertu, c'est de leur amener un peu d'humilité. Ça lui a remis les pieds sur terre. Et c'est ça, un objectif des luttes sociales, c'est aussi de remettre la parole, les dirigeants, un peu les pieds sur terre. On voit bien que l'hubris, la démesure du héros grec, la crise des Gilets jaunes, ça a un peu dégonflé la baudruche et il réatterrit, quoi. Ouais, dis donc, en matière d'hubris, dans Il est où le bonheur, vous considérez qu'il faut mettre bas le capitalisme, ou en tout cas le bouleverser au point... Je ne parle pas de capitalisme. Non, la société marchande. Non, en tout cas... Il y a quand même un lien étroit. Oui, oui, mais que l'hubris... On a une classe hyper dirigeante. On est dans une situation contradictoire où, au fond, la tête s'est détachée du corps social et pourtant, elle continue de le diriger. Elle continue de le diriger de l'intérieur, puisque bon, Emmanuel Macron, c'est un envoyé d'une oligarchie pour moi à l'Élysée, hein, mais elle continue de nous diriger de l'intérieur par la publicité qui fait qu'elle habite notre imaginaire. Et il faut qu'aujourd'hui, on remette cette élite, le symbole pour moi on est l'avion, mais qu'on remette cette élite les pieds sur terre, quoi. Je vais vous citer François Ruffin et je vais demander à notre invitée Valérie Chansigaud, qui est historienne, de commenter l'une de vos phrases. Vous dites dans votre livre « J'ai fait un rêve que je vous livre, dites-vous, celui d'un front populaire écologique ». Y a-t-il une possibilité, Valérie Chansigaud, de faire un lien entre ce qui pourrait relever d'une lutte écologique et ce qui relèverait d'une lutte sociale? Déjà, il faut comprendre qu'il y a sans doute, à part d'un point de vue rhétorique, pas de différence entre les deux. Il n'y a pas d'un côté les luttes écologiques et de l'autre côté les luttes sociales, c'est exactement la même chose. Simplement, dans un cas, ça s'exprime, on a l'impression à l'intérieur de la société, dans l'autre, à l'intérieur de l'environnement. Mais les causes de la dégradation des relations sociales, la cause de la dégradation de l'environnement, ces causes-là sont exactement les mêmes. Donc on ne peut pas distinguer les deux. Historiquement, ça s'est construit de façon différenciée pour tout un tas de raisons, mais concrètement, aujourd'hui, on voit bien que l'écart entre les deux est pernicieux à la fois pour les questions sociales et les questions environnementales. Alors, je vais vous citer un exemple toujours tiré de l'ouvrage de François Ruffin. François Ruffin évoque la manière dont les différentes nationalités épuisent les ressources des planètes. Alors, il dit, bon, si vous vivez comme un Américain, il faudrait 5 planètes. Si vous vivez comme un Français, il faudrait 3 planètes. Mais il y a les Indiens, et les Indiens, eux, ils ont besoin de 0,6 planètes. Mais dans le même temps, même si leur consommation en énergie fossile est moindre que celle des Français et des Américains, eh bien, dans les matins, par exemple, on évoque chaque jour la pollution absolument épouvantable à Delhi. Est-ce que là, il n'y a pas une contradiction dans le fait que finalement, les pays qui sont des pays plus pauvres que la France ou que les États-Unis sont aussi des pays où règne un niveau de pollution très élevé, Fabienne? Valérie Chansigaud, pardon. Oui, mais il faut bien voir qu'une partie de la pollution des pays pauvres, c'est en fait de la pollution des pays riches qui est délocalisée. Tout le mouvement de migration des industries qu'on a assisté depuis 50 ans consiste, à cause des pressions normatives, des règles sociales et environnementales, en fait, les capitalistes ont délocalisé les entreprises pour échapper à cette pression. Et bien sûr, ça délocalise
délocaliser considérablement la pollution. Et d'autre part, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le développement comme l'adoption des modes de vie, en fait, qui s'étaient développés dans les pays riches. Et comme, en fait, on a exporté notre manque de vertu environnementale. Et ce qui se passe également, il y a un autre phénomène qui s'ajoute à tout ça, c'est qu'on assiste à un resserrement des inégalités entre les États-Unis, l'Inde et la Chine, par exemple, en tant que pays. Mais à l'intérieur de ces pays, il y a une augmentation des inégalités. C'est un phénomène absolument fascinant à observer. C'est-à-dire que chaque pays produit de plus en plus d'inégalités sociales. Alors que économiquement, la compétitivité de la Chine ou de l'Inde est meilleure par rapport aux États-Unis. Autrement dit, cette amélioration économique ne bénéficie pas ni d'un point de vue environnemental, ni d'un point de vue social. Mais ça, justement, François Ruffin, c'est un problème parce que vous dites qu'il faut en finir avec le consumérisme. Mais par exemple, les marques de luxe, les marques de votre camarade Bernard Arnault, elles sont particulièrement aujourd'hui triomphantes dans des pays comme l'Inde ou comme la Chine, où on a un appétit de consommation. Je suis contre l'hyperclasse française, américaine, mais je suis aussi contre l'hyperclasse indienne, chinoise ou nigériane. Je dis nigériane parce que je cite un exemple qui est la construction au large de Lagos d'une île flottante qui viendra, un espèce de Dubaï de l'Afrique, qui viendra recueillir les élites africaines. Donc pour moi, je suis en effet pour qu'on aille vers la décence commune, c'est-à-dire que pour que les Indiens, les Chinois, les Nigérians puissent se soigner correctement, se vêtir correctement, se loger correctement, et non pas pour qu'on ait des rêves de millionnaires ou des rêves de sacs Vuitton pour une petite élite à l'intérieur de ces pays, que ça soit en France ou que ce soit ailleurs. Je rebondis sur un point qui est vraiment cette migration des industries des pays du Nord vers les pays développés n'a pas été un phénomène naturel, ça a été un phénomène politiquement pensé par les dirigeants. Et j'en cite des traces, par exemple de Gary Becker, économiste américain, qui dit le droit de l'environnement et le droit du travail sont trop élevés aujourd'hui dans les pays développés, donc il faut du libre-échange, comme ça va rétablir de la concurrence avec les pays du Sud et ça va faire baisser les normes. Et c'est vachement intéressant que cet économiste lit d'emblée les deux. En 1993, il lit le droit de l'environnement et le droit du travail. Il sait que le libre-échange va permettre de faire baisser les deux. Donc c'est pour ça qu'il y a pour moi un lien d'autant plus fort entre lutte sociale et lutte écologique. Bon, mais je continue à tenter de vous embêter tous les deux, Valérie Chansigaud et François Ruffin. Il y a la naissance de classes moyennes dans ces pays qui sont des pays en transition vers une économie capitaliste semblable à la nôtre. Et ces classes moyennes, il y a eu un gros dossier par exemple dans The Economist, elles ont des souhaits en matière de consommation qui sont calqués sur nos modes de consommation. Comment leur faire adhérer à un projet de sobriété qui n'est pas apparemment, en tout cas, leur projet, Valérie Chansigaud? Parce que on ne peut pas construire un projet politique sur ce que l'on ne va pas faire ou plus faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on va faire la promotion de la frugalité et vous allez voir, par miracle, ça va résoudre tous les problèmes. C'est quelque chose de plus compliqué qu'il faut établir. C'est un vrai projet désirable de société. Il faut réinstaurer vraiment une possibilité de rêver. C'est pas simplement de faire la liste des courses négatives, c'est-à-dire tout ce qu'on ne pourra plus faire. On pourra plus prendre de bain, on pourra plus manger de viande, on pourra plus prendre l'avion. Il faut faire, c'est autre chose que les questions sociales et environnementales réclament. C'est la possibilité, la capacité de bâtir en fait un projet de société attractif. Bon, mais alors comment faire rêver les gens sur des manques, ou en tout cas ce qui peut apparaître au début comme des manques, François Ruffin? Au fond, aujourd'hui, je pense que le manque principal pour les gens est un manque de faim. Vous savez, quand on va dans l'éducation, dans l'enseignement, dans les écoles ou dans les hôpitaux, on entend parler en permanence du manque de moyens. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes de notre pays sont habités par un manque de finalité. Quel est le but qu'on poursuit ensemble? Mais quelque part, pour moi, la crise des Gilets jaunes a été un symptôme de ça. Oui, au départ, il y a une histoire de gasoil, mais dès le premier jour, on est sur la crise sociale. On voit que très vite, on interroge la crise démocratique. Mais, au fond, c'est une crise métaphysique qui amène les gens sur les ronds-points. C'est qu'est-ce qu'on vient faire ensemble? Comment on retisse du lien? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle société on veut bâtir? Alors, on vit dans ce moment
bizarre de l'histoire, à mon avis, où on a un grand détachement de l'idéologie dominante. C'est-à-dire que les termes concurrence, croissance, mondialisation, ce sont des termes qui ne font plus rêver. Ces termes qui ont entraîné le discours politique pendant 30 ans, maintenant, ils inquiètent, voire ils sont rejetés. Maintenant, nous, ce qu'il nous faut construire, c'est du grand détachement à un grand rattachement. Un grand rattachement vers un autre imaginaire, et qui ne soit pas seulement l'imaginaire de la survie, on va se construire un refuge et il faut se priver de l'avion, il faut se priver de la viande, il faut se priver de tout, mais au fond, comment ça libère la possible de repenser une finalité de l'homme. Frédéric Seyss. Comment mettre tout cela en œuvre ? Il y a une évidence que vous énoncez devant la crise écologique qui nous attend. Pour autant, à chaque fois que les différents peuples sont consultés, cette ligne-là, sociale, écologique, finit, pour ne pas dire perdante dans les urnes, en tout cas reléguée derrière d'autres idéologies qui, elles, sont en croissance et qui ne sont pas toutes d'ailleurs rassurantes pour le futur. Comment vous expliquez cette déconnexion entre le fait que tout le monde est relativement d'accord sur le fait qu'il y a urgence et le fait que dans les urnes, ça ne se traduise pas, ou pas encore du moins. Valérie Chansigo. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse simple, parce que sinon on le saurait, ça saurait émerger dans la société. Mais ce qui s'est passé à partir des années 70 et 80, avec l'élection de Reagan et Thatcher, grosso modo, c'est qu'on a proclamé le triomphe de la social-démocratie, voire de la démocratie tout court, et dans le même temps, les gens ont vu que cette démocratie servait à construire des inégalités. Et leur dignité, parce que ça c'est un mot qui est extrêmement important, a été totalement rogné. Les actes ou les paroles de mépris de toute une série de membres de l'élite politique, par exemple, à l'égard des travailleurs, a été vraiment omniprésent. Et ça, c'est un vrai problème, parce que d'une certaine façon, on a mis en place un système politique qui est une sorte de démonstration des limites de la démocratie. Pas de l'importance de la démocratie, mais en quoi la démocratie peut dysfonctionner. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Tout simplement que le droit de vote, le fait d'être appelé aux urnes régulièrement, ne garantit pas un traitement juste et égal de l'ensemble de la société. C'est pas parce qu'il y a des actes périodiques comme ça de consommation pratiquement élective que ça induit un fonctionnement normal de la démocratie. Le fait, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, qu'il y ait aussi peu d'ouvriers parmi les élus, ils représentent 4-5%, je crois, pas plus. Moins de 1%. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, mais même au niveau des élus des maires, c'est très peu de choses. Il y a une sorte de rupture entre l'importance qu'ils ont dans la société et la possibilité qu'ils ont d'arrêter de travailler pour avoir un mandat. Parce qu'ils ne peuvent pas financièrement le faire. Bien sûr, mais c'est aussi vieux que Lénine, cela. Ça fait longtemps que c'est la bourgeoisie qui peut, ou non d'ailleurs, décider de défendre les intérêts de ce que Lénine appelait le prolétariat. Il y a généralement peu d'ouvriers ou de personnes qui sont situées en bas de l'échelle sociale dans les systèmes politiques. Et ça n'empêchait pas la gauche jadis d'avoir une voix plus forte. Valérie Chansigo. Oui, mais enfin, ça peut avoir avec Lénine. Mais ce qui s'est passé, encore une fois, depuis 50 ans, et c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec Lénine, c'est encore une fois une augmentation des pyramides sociales. Une augmentation sans cesse des pyramides sociales. Et les gens qui sont en bas se trouvent totalement écrasés par le poids de la pyramide. François Ruffin, c'est ce que vous constatez, vous, puisque maintenant vous êtes député, donc vous voyez l'Assemblée nationale de l'intérieur. Non, mais Madame me fait penser à deux phrases. Alors je vais en faire une intello et puis une populo. Je vais commencer par la populo. J'ai vu marqué sur un gilet jaune. Faire l'amour une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ce n'est pas une vie démocratique. Donc évidemment, la démocratie est un continuum qui fait qu'il ne peut pas juste y avoir le bulletin dans l'urne. Il y a d'autres modes d'intervention démocratique. Et une citation, un télo là, Samuel Huntington, donc l'intellectuel du choc des civilisations, mais avant ça, en 1975, il rédige un rapport pour la commission trilatérale qui réunit les élites japonaises, américaines et européennes. Et c'est un rapport sur la démocratie. Il dit, bon, on a un gros problème, c'est que les gens prennent la démocratie au sérieux. Ils interviennent tout le temps. On est dans l'après 68. Donc du coup, les dirigeants ne peuvent plus diriger. Les gouvernants ne peuvent plus gouverner tranquillement.
qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Il nous faut rétablir de l'apathie politique. Rétablir de l'apathie politique. C'est dans le rapport tel quel. Et donc, il y a pour moi une stratégie, en effet, de découragement. Aujourd'hui, il y a un éloignement des urnes, mais qui est une forme de résignation. Et je pense que la résignation est une stratégie politique. C'est mon principal adversaire, la résignation. Bon, mais alors, moi, je vais réagir sur le côté populo, ou en tout cas sur la phrase populo que vous citiez. Finalement, ce référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris, c'est précisément un référendum qui est fait pour permettre aux gens, aux citoyens de se prononcer, et pas seulement tous les 5 ans. Et aujourd'hui, on est en deçà du million de signatures, seuil symbolique, mais on est aussi très loin du seuil qui déclencherait quelque chose, François Ruffin. Les aéroports, c'est l'avion, les gens prennent pas l'avion. 2, c'est Paris, les gens habitent pas Paris. 3, on a un site internet qui est catastrophique, qui fait que moi, j'ai mis 1 mois et demi pour être validé dessus. Donc, et enfin, surtout peut-être, il y a 0 communication. C'est-à-dire que quand il y a le grand débat, il me semble que le budget du grand débat de Macron, c'est 12 millions d'euros. Je vous demande à vérifier parce que je sais que je vais avoir un fact-checking là. Mais, mais voilà, je crois que c'est 12 millions d'euros et là, c'est 0 euros sur la com pour dire simplement aux gens, avoir un tract dans sa boîte aux lettres ou avoir des spots à la télévision qui disent voilà, il y a ce référendum, qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Donc maintenant, moi je Est-ce que considère... ce n'était pas une erreur de la part de la gauche, qui d'ailleurs était alliée avec certains membres de la droite sur ce coup-là, de faire un référendum, parce que là, évidemment, on va considérer que, du coup, il y a une faiblesse des effectifs, et je crois avoir entendu un billet politique de Frédéric Seyss à ce sujet, qui disait, finalement, maintenant, vous, la gauche, vous avez placé Emmanuel Macron dans une situation un peu bizarre, parce que si il ne privatise pas, alors même qu'il n'y a pas le million de signatures... Bon, mais ceci dit, Emmanuel Macron s'est placé dans une situation un peu bizarre puisqu'il a dit que le référendum, normalement, par la suite, on pourrait en tenir compte à partir du moment où on serait à 1 million de signatures. C'est 4,7 millions aujourd'hui, juste pour préciser. Oui, voilà. Donc, si jamais la barre des 1 million de signatures est dépassée, et au fond, quand on regarde les sondages, on sait qu'il n'y a pas d'adhésion à de nouvelles privatisations. Bon, ça s'est concentré sur Aéroports de Paris. Mais moi, je crois que, par exemple, le choix sur Engie est un choix catastrophique. Parce que Engie, c'est l'énergie. C'est le gaz. D'abord, c'est tous les Français qui sont concernés, enfin un paquet de Français. Et ça devrait être un outil vers la transition écologique que d'avoir des leviers publics comme ça sur l'énergie. Et la privatisation, c'est-à-dire le cadeau, là, parce qu'on sait que ça va être une poule aux œufs d'or sur Engie, me paraît au moins aussi catastrophique que sur Aéroports de Paris. Une réaction, Valérie Chansigaud? Cet appel à s'exprimer se fait dans des conditions tellement médiocres, en termes de nombre de signataires pour déclencher la procédure de référendum, que d'une certaine façon, on savait en l'adoptant que ça allait jamais fonctionner. Et le problème, c'est pas ce type de démocratie-là. Il faut une démocratie où les gens, et on le voit bien effectivement avec la crise des Gilets jaunes, les gens ont besoin de s'exprimer, besoin de se rencontrer. Sauf qu'il n'y a pas de lieu, d'endroit. Il y a quelqu'un, par exemple, que j'ai croisé, un militant syndicaliste, qui m'expliquait le besoin qu'il y avait d'établir des maisons du peuple, c'est-à-dire des espaces où les gens pouvaient venir et s'exprimer, venir et échanger. Et effectivement, ces lieux-là manquent cruellement, d'où l'investissement des ronds-points, parce que c'était le seul espace géographique où on pouvait se rencontrer, se croiser. Il y a vraiment une notion territoriale, une notion géographique qui doit occuper en fait tout projet politique. Un mot de conclusion à ce sujet, François Ruffin. Ça nous renvoie à notre responsabilité aussi, de mon point de vue, c'est-à-dire l'absence de vitalité des organisations syndicales et politiques de gauche qui fait qu'on n'est plus le réceptacle naturel pour ça. On n'a pas les lieux, on n'a pas on sent bien c'est plus habité de cette vitalité. Donc pour moi, là, il y a la nécessité, et en s'appuyant sur l'exigence écologique, l'exigence climatique, et une jeunesse qui en exigence, elle aussi, de venir aussi remettre de la vitalité dans les combats syndicaux et les combats politiques. François Ruffin, Il est où le bonheur, aux éditions des Liens qui libèrent, et Valérie Chansigaud, Les combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social, chez Buchet-Chastel.